Nous sommes le jeudi 18 février 2021 et vous écoutez le premier épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour notre émission de rentrée, nous allons parler un peu matos et nous intéresser au marché de la photo. Nous allons revenir sur les grands bouleversements des 10 dernières années, faire le point sur l'année 2020 et tenter de nous projeter sur les tendances qui feront 2021. C'est parti, première émission de cette deuxième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis vraiment ravi de revenir devant les micros. Je suis toujours avec mon camarade et mon complice Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, qui co-anime avec moi toutes ces émissions. Bonjour à toi Benjamin. Salut Arthur, très content de retrouver les micros. Alors on démarre 2021 avec un sujet assez ambitieux puisqu'on va parler du marché de la photo. Mais avant de rentrer un peu dans le détail, déjà j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va produire 2 saisons cette année. 40 émissions sont au programme, donc on va pouvoir traiter de très nombreux sujets différents et avoir de nombreux invités. On a pas mal de nouveautés qui sont prévues. L'une d'entre elles, c'est l'arrivée d'une nouvelle rubrique dès la semaine prochaine, une rubrique questions-réponses. Vous allez avoir la possibilité de nous poser des questions et on y répondra directement dans l'émission. Voilà pour les nouveautés. Donc maintenant, je vais présenter nos invités. Alors, je vais commencer par toi, Bruno. Tu es déjà venu à plusieurs reprises dans cette émission, donc tu es journaliste spécialisé indépendant, tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme Réponse Photo, Le Monde de la Photo, Nikon Passion ou encore Les Numériques où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et tu es l'éditeur du blog Mizuwari.fr. Merci Bruno d'être de nouveau avec nous. Eh bien, merci à vous Arthur et Benjamin de m'accueillir pour cette nouvelle saison que j'ai hâte d'écouter. Et puis, même si c'est un petit peu en retard, bonne année et bonne Saint-Valentin à tous. Merci Bruno. À tes côtés, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois Nicolas Morvan. Alors toi Nicolas, tu travailles pour le groupe Fnac Darty depuis plus de 8 ans et tu occupes actuellement le poste de chef produit photo hybride. Bonjour à toi Nicolas et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être là. Merci pour votre invitation. Les présentations sont faites. On commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, on découvre les dernières optiques Lumix S et Voigtlander. Et Ilford nous fait la surprise de lancer un nouvel appareil photo argentique. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Panasonic annonce une nouvelle optique pour son système hybride 24-36 mm Lumix S. Il s'agit d'un long télézoom 70-300 mm polyvalent à ouverture maximale variable f4.5.5.6 conçu aussi bien pour les photographes que les vidéastes. L'objectif est composé de 17 lentilles réparties en 11 groupes. On retrouve une stabilisation optique compatible avec la technologie Dual IS2, une position macro avec une distance minimale de mise au point de 54 cm, un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une motorisation autofocus DFD. L'objectif pèse moins de 800 grammes et est protégé contre les intempéries. Le Lumix S70 300 mm f4.5.5.6 macro OIS sera disponible en mai et proposé au prix de 1 349 €. Cosina lance une nouvelle focale fixe signée Voigtlander pour les utilisateurs d'hybrides Sony en monture E. Il s'agit d'un 35 mm f2 capable de couvrir le format 24-36 mm. L'objectif est composé de 11 lentilles réparties en 9 groupes. Sa formule optique est optimisée pour éliminer au maximum les aberrations chromatiques. 100% manuel, l'objectif exploite un diaphragme circulaire à 12 lamelles et offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. Il est réalisé en métal et pèse environ 300 grammes. Le Voigtlander Apo Lantar 35 mm f2 Aspherical VM sera disponible en février au Japon et proposé au prix de 120 000 yens, soit environ 950 €. Pour l'instant, les informations de disponibilité et de prix pour le marché français ne sont pas encore dévoilées. Et enfin, Ilford nous fait l'agréable surprise de lancer un appareil photo argentique 35 mm. Il s'agit du Sprite 35-2 qui reprend le concept d'un appareil PAP pour prêt à photographier.
Les réglages et options sont minimalistes, pas de mise au point. Un temps de pause fixe au 1/120e de seconde, un flash d'appoint, un petit viseur optique et une focale fixe grand angle 31 mm f9. C'est tout. Le boîtier tout en plastique peut accueillir des films 35 mm jusqu'à 36 poses et fonctionne avec un transport manuel. L'Ilford Sprite 35.2 sera commercialisé au prix de $35 aux États-Unis. Pour l'instant, les informations de disponibilité et de prix pour le marché français ne sont pas encore dévoilées. Bon, c'est encore un peu timide, les actualités. Alors, il y a eu une première vague au début de l'année avec le lancement du Sony A1 et des nouveautés et des Fujifilm. Mais là, voilà, on est dans une espèce de creux. Mais mon petit doigt me dit que le CP+, le salon de la photo japonais, qui va se dérouler de manière virtuelle dans quelques semaines, devrait être propice à de nombreuses nouvelles annonces. Ça vous inspire quoi, vous d'ailleurs, quand vous voyez ces actus-là, notamment le petit Ilford, toi Bruno, qui aimait l'argentique, ça te parle? En fait, ils ont fait un jetable, si j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est un jetable que tu n'es pas obligé de jeter. Oui, que t'es pas obligé de jeter, mais bon, ça existe déjà plus ou moins. Chez nous, on a l'Omig de comment ça s'appelle déjà, de Washifilm qui fait ça. Toi, Nicolas, tu étais un petit peu dans le secret des dieux par rapport à l'optique qui arrive de Lumix. C'est un peu un manque dans la gamme Lumix S, les téléobjectifs. C'était un manque et après au global par rapport à Panasonic, ils ont sorti de très beaux boîtiers. Le dernier en date, le S5 en plein format, et c'est vrai qu'on a un line-up qui peut-être est un peu en recul par rapport à cette offre en termes d'optique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle et on compte et on espère avoir beaucoup plus d'optique Lumix S dans sur cette lancée-là pour 2021. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses dans l'actualité qu'on n'aurait pas abordées ici ? Bon, il y a Laowa qui décline ses petits modèles singuliers, notamment, je pense au 24 mm macro probe, là, l'espèce de long micro qui ressemble plus à un micro qu'à une optique, mais qui est assez marrant pour faire de la macro, de la vidéo, qui déploie donc quelques modèles comme ça en monturelle. Toi, je me souviens, Bruno, récemment, tu avais d'ailleurs consacré une petite enquête à ces optiques chinoises, donc je suis pas sûr que ça te réjouisse particulièrement, cet élargissement de la gamme. C'est pas les pires, c'est le très loin de là. Moi, j'aime bien parce que ils font des choses différemment et contrairement à d'autres, ils ne se contentent pas de copier des formules qui ont 80 ans. En fait, récemment, je cherchais à acheter celui qui ressemble à un endoscope, le 24 mm à monture L, et j'étais très triste qu'il n'existe pas en monture L. Donc moi, ça m'arrange. Et je suis également curieux de connaître à l'avenir, si déjà dès cette année, il va y avoir de plus en plus d'opticiens tiers qui vont sortir des objectifs à monture L, comme le fait Sigma, comme le fait Laowa, comme le fait d'autres Chinois. C'est toujours un témoin d'un certain succès d'une monture que de plus en plus d'opticiens tiers viennent dessus. Et je sais pas comment toi, Nicolas, ça se passe à la FNAC, si vous avez beaucoup de requêtes, justement au sujet des hybrides pour les optiques tiers, des 3 montures qui viennent d'arriver, mais je pense qu'on va aborder la question tout à l'heure. Après, dans les actualités, on peut aussi noter l'annonce de Sony qui reporte a priori à une date encore indéterminée l'arrivée sur le marché de son dernier G-Master 35 mm f1.4. Bon, ils disent pour des problèmes de production, mais ils rentrent pas beaucoup plus dans les détails. Oui, vous à la FNAC, Nicolas, vous avez fait un super pack là, avec la 7.3 et le 35.1.8. Il y a des grosses demandes sur les G-Master aussi pour les alphaïstes, les utilisateurs de Sony plein format. Il y a une grosse demande, oui, sur le G-Master. Enfin, ça reste des optiques, qui sont à des positionnements assez élevés, mais qui aujourd'hui font rêver tout possesseur de Sony Alpha. Donc oui, on a une grosse demande là-dessus. On a même développé des bundles plus orientés sur la 7R avec l'optique G-Master. Qui en général répond plus à ses besoins en termes de haute résolution. Mais oui, on a une demande croissante sur des produits de plus en plus performants en termes d'optique. Demande aussi qu'on retrouve sur la monture Alpha aussi assez fortement chez Sigma, qui arrive aujourd'hui à produire des modèles de très bonne qualité
qui répondent aussi à l'exigence des boîtiers haute résolution de Sony. Mais oui, on a une demande globale d'optique qualitative chez Sony qui aujourd'hui est répondue en grande partie par la gamme G Master et Sigma. En tout cas, petit instant auto-promo, vous pouvez lire un essai comparé dans notre numéro, le numéro 133 du Monde de la Photo, actuellement en kiosque du 35.1.8 face au 35.1.4. Bon, c'est un petit peu inégal comme combat, mais bon, les mesures parlent d'elles-mêmes. Effectivement, l'écart de prix se justifie quelque peu. Bon, bah voilà pour l'actualité. On passe à la suite. Et je te donne maintenant la parole, Benjamin, pour ta story. Alors, cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'une association qui souhaite former de manière originale des jeunes à la photographie sportive. C'est la story de Benjamin. Concilier photographie argentique et pratique sportive, un double pari audacieux, presque irrationnel aujourd'hui face aux portes closes des principaux stades et lieux d'exposition. Pas de quoi décourager les membres de l'association Analog Sport. D'ici 2024, lorsque Paris et l'Île-de-France entretiendront la flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques, Quentin Evenot et sa bande ambitionnent de sensibiliser des jeunes issus de quartiers prioritaires à la pratique de la photographie. Pas avec des smartphones ni des appareils dernier cri, non. À l'ancienne, sur pellicule, avec un Canon Prima Mini, un AE1 ou un Pentax Espio, entre autres anciennes gloires du siècle dernier. Une école de rigueur, de patience, de précision où les accompagnateurs assèneront la formule suivante comme un mantra. Se concentrer uniquement sur le regard et la composition. En tout, 6 places. 3 garçons, 3 filles, âgés entre 15 et 18 ans. Pour y accéder, un seul critère de sélection, le degré de motivation. Dans le même élan, une promotion photographe sportive, composée de 4 jeunes filles, aura pour but d'augmenter leurs chances d'accéder au bord des terrains, appareil en main, dans un cadre professionnel. Domaine où, jusqu'à présent, elles évoluent largement en infériorité numérique. Quentin Evenot, à l'initiative du projet, nous explique la démarche d'Analog Sport. Le projet a commencé en fait à travers un média qui s'appelle Analog Football. Donc, j'ai créé ce média il y a 2 ans. L'idée, c'était de proposer un peu une autre vision du football, plus artistique, plus authentique, en se basant sur la photo argentique, parce que je suis un amateur de photo argentique et je pratique la photo depuis quelques années. Du coup, on a lancé le média, on a essayé de créer une communauté autour à la fois de passionnés de photo argentique et de football. Et le média a super bien marché. Il y avait une réelle demande en fait de photos différentes de football et de fans en fait qui voulaient essayer de voir d'autres contenus. On s'est dit qu'on allait transformer ça un peu en projet associatif pour essayer d'associer des jeunes à ce projet-là, à ce média-là, et surtout d'ouvrir sur tous les sports parce qu'on est aussi avant tout passionné de sport. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu allier nos 3 passions, le sport, la photo et le travail avec les jeunes. On a 3 ans devant nous. On n'est pas encore très satisfait de ce qui se fait aujourd'hui en termes de photos sportives. Et du coup, l'idée, c'était un peu d'influer une nouvelle vague de photos sportives et le tout en formant ces jeunes-là pour les Jeux de 2024. Photo argentique et sportive, j'ai bien compris là de quoi il était question. Ouais, ils paraissent un petit peu ambitieux, un peu fous sur le papier. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est eux qui nous ont contactés en fin de saison dernière. Ils nous ont envoyé un petit mail pour nous présenter leur projet. Moi, j'ai regardé d'un peu plus près, c'était plutôt intéressant. C'est pour ça que je les ai contactés. Et on les félicite. Ils viennent de nous donner l'info hier soir. Ils viennent de remporter le premier prix d'appel à projet talent organisé par la ville de Paris et Paris 2024. Donc, bon, ça paraît pas si fou que ça dans le fond. Ils vont mener leur projet à bien tout au long. On va les suivre et on consacrera de toute façon des émissions à la photo argentique aussi. Donc, on aura l'occasion de les entendre à nouveau. Donc, on va suivre ça de près. Nicolas, Bruno, vous avez une réaction sur cette petite histoire ? Je suis plutôt admiratif que des gens lancent des opérations photographiques dans ce contexte, surtout que les clubs photo qui étaient l'endroit privilégié pour apprendre l'argentique
sont pas très ouverts en ce moment, que les jeunes, même ceux qui font des études photo en BTS, ont de moins en moins accès à de l'argentique. Donc certes, c'est du Canon AE1 et du petit matériel, mais c'est toujours bien de mettre la main à la pâte, et puis surtout si derrière il y a toute la partie labo, développement, ça ne peut faire que des images différentes. Absolument, et on mettra un petit lien vers leur compte Instagram où on peut voir plein d'images argentiques du coup scannées ou numérisées qui ont été réalisées par des étudiants. C'est assez bluffant, hein. Sur du sport en plus, c'est vraiment pas mal. Nicolas, comment ça se passe du coup à la Fnac? Parce que moi j'ai souvenir, il y a 10-15 ans, j'allais me fournir à la Fnac Châtillé-Léal en matériel de labo, de développement et de tirage argentique. Il y avait un super beau rayon. Bon, alors la force des choses a fait que tout ça a disparu, mais est-ce que l'argentique suscite toujours un intérêt pour vos clients? Est-ce que vous avez des offres en argentique? C'est un point qui est en fait, a été un de nos retours les plus, inattendus en fait sur l'année 2020. C'est tout simplement le retour de l'argentique, en force. Comme on a pu nous le comparer puisque on connaît aussi très bien ce marché, mais le retour en force du vinyle, dans cette tendance un peu vintage, du retour en arrière. Et en fait, on l'analyse nous de façon assez pragmatique, mais c'est qu'en fait, c'est toute une génération qui aujourd'hui en fait n'a pas connu l'argentique. Nous, au niveau du grand public, j'en fais partie. C'est-à-dire que c'est toute une génération en fait dont les premiers appareils photo ont été numériques. Moi, mon premier appareil photo, c'était un D3000, un réflexe D3000. Et pendant le confinement, j'ai personnellement acquis un FM2N pour mettre à l'argentique, tout simplement puisque voilà, c'était pour améliorer ma pratique photographique, et d'ailleurs ça m'a permis d'améliorer ma pratique photographique en numérique en utilisant de l'argentique. Donc voilà, donc il y a une assez grosse tendance qui vient, et j'en reparlerai un peu plus en détail un peu plus tard, dans l'émission. Bon, bah écoutez, la transition est toute trouvée. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration avant d'attaquer le grand débat sur le marché de la photo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. On est de retour sur Faut pas pousser les ISO avec le journaliste Bruno Labarbère et Nicolas Morvan du groupe Fnac Darty. Il est temps d'attaquer le sujet principal de notre émission aujourd'hui, à savoir une analyse du marché de la photo, les grandes évolutions qu'il a eues sur les 10 dernières années, ce qui s'est passé en 2020, alors avec le Covid évidemment, mais aussi avec l'arrivée de boîtiers extrêmement importants pour le marché de l'hybride, et on va essayer de voir si on est capable de jouer un peu à la Madame Irma et d'imaginer ce qui risque de se passer en 2021. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à toi, Bruno. Tu viens de publier donc, dans le magazine Le Monde de la Photo, qui est en kiosque, une grande analyse, un portrait du marché de la photo sur les 10 dernières années. Alors, est-ce que tu peux nous en faire une petite synthèse et nous expliquer quelles ont été les grandes étapes qui ont bouleversé radicalement le marché de la photo sur les 10 dernières années? Alors effectivement, c'est dans le numéro 133 et je suis content parce que c'est un petit peu mon dada de feuilleter les données SIPA. On rappelle ce que c'est les données SIPA rapidement. Alors la SIPA, c'est l'association des constructeurs de l'industrie de la photographie et de l'image, majoritairement composée d'industriels japonais. Donc vous avez tout le monde, vous avez Tamron, Sigma, Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Olympus, Ricoh, vous avez Epson, enfin à peu près tous les gens qui de près ou de loin sont liés à la production d'appareils permettant de produire des images. Et tous les ans, cette association, depuis une trentaine d'années, publie mensuellement les données de production et de livraison d'appareils photo par type, par pays, par région. Pareil pour les objectifs, hein, que ce soit des zooms, que ce soit des focales fixes, que ce soit maintenant numérique pour des capteurs 24-36 ou pour des capteurs plus petits.
Et c'est assez indigeste parce que c'est des gros tableaux Excel avec beaucoup de chiffres, mais mis sous graphique, c'est assez intéressant. Mais si on regarde que les chiffres en termes de volume, deux chiffres qui sont par là. Le record historique pour le numérique, il a été atteint en 2010, donc ça tombe très bien. En 2010, on approchait les 125 millions d'appareils photo, tout type confondu, vendus à travers le monde. Et là, les chiffres sont tombés pour l'année 2020, qui est une année catastrophique en plus de la période catastrophique. Donc j'étais un petit peu pessimiste dans mon article, mais finalement, on arrive à 8,9 millions d'appareils photo vendus à travers le monde. Voilà, donc il y a énormément d'explications. La première que vous entendrez souvent et qui est justifiée, c'est l'arrivée des smartphones. Qui ont mangé toute la part de marché des compacts d'entrée de gamme, qui eux-mêmes commençaient à perdre en vitesse à la mesure où, une fois que les clients des compacts, qui sont souvent des familles, ont renouvelé une fois, deux fois leur appareil, ont déjà un gros super zoom, n'ont pas grand intérêt à passer à autre chose. C'est un point important, justement, l'arrivée des smartphones, les compacts. À la Fnac, comment ça se passe au niveau des compacts grand public, voire des compacts experts? Est-ce qu'on en trouve encore? Est-ce qu'on en vend encore? Alors, on en trouve encore, on en propose encore et on a de bonnes offres là-dessus. Après, c'est vrai que bon, c'est voilà, on n'est pas un ovni dans le marché, donc on suit le marché. Et c'est vrai que voilà, on a encore une offre existante, mais qui se réduit à peau de chagrin, tout simplement, puisqu'aussi les fournisseurs s'en désengagent un petit peu. Personnellement, moi, sur le côté Compact Expert, je pense que bon, le Compact Expert a encore un avenir, peut-être plus sur des capteurs un petit peu plus grands. Je prends l'exemple de Fuji avec l'X100, la série X100 et la sortie de l'X100V, qui a été un succès et qui permet peut-être aujourd'hui de se rapprocher plus du point and shoot qu'on pouvait retrouver, et un peu moins de l'esprit compact. Et donc un développement de cette gamme-là par rapport, en effet, plus au Compact Expert, aux capteurs plus petits, qui restent présentes, mais qui, à mon avis, vont être assez vite dépassées par le smartphone, quoi. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu, Bruno, sur les grandes étapes qui ont opéré la mutation du marché de la photo sur les 10 dernières années. Donc, tu nous as parlé de l'arrivée des smartphones, qui a signé l'arrêt de mort des compacts, on va dire, grand public. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Il y a eu d'autres choses. En vrai, la décennie, on peut considérer qu'elle a commencé un petit peu avant 2010. Elle a commencé, comme tout le monde, avec la crise économique de 2008. Donc il y a eu un premier ralentissement logique dans les ventes. Donc ça, à la limite, c'était explicable d'un point de vue économique. Les hybrides, comme l'a rappelé Benjamin, sont arrivés fin 2009, mi-2010, donc chez Leica, chez Panasonic, Olympus, puis au fur et à mesure Samsung, Sony, Fujifilm, puis très loin derrière Canon, Nikon. Ce qui a marqué, à mon avis, cette décennie, c'est que tout aurait dû bien se passer, et en février 2011, il y a eu le tsunami au large de Sendai. Outre la catastrophe humaine et sociale que ça a été, ce tsunami a entraîné la mise à l'arrêt de plusieurs usines. D'usines photographiques, notamment de Nikon, d'Olympus, de Canon aussi, il me semble. La même année, quelques mois plus tard, il y a eu des inondations en Thaïlande, et là, rebelote, ce sont encore des usines Nikon qui ont été touchées. Puis en 2016, de nouveau un séisme au Japon, donc à l'ouest du pays, là où se trouve l'usine principale de Sony, enfin de laquelle Sony fabrique ses capteurs. Sony, je le rappelle, aujourd'hui, détient 50%, enfin un petit peu moins, 48% du marché capteur global, mais global, donc que ce soit les capteurs de smartphone, capteurs d'appareils photo, et quand l'usine principale de Sony est touchée, forcément ça impacte tout le monde. Et bien sûr, en 2019 et jusqu'à maintenant, il y a le Covid. Donc et malgré tout, malgré cela, malgré l'arrivée des smartphones dont les capacités photo se sont renforcées avec l'iPhone 4S, si ma mémoire est bonne, ils ont réussi à développer des hybrides, des technologies hybrides. En 2016, la vente de réflexes et hybrides a dépassé celle des compacts, à la fois parce que les compacts chutaient, mais aussi parce que cette vente d'appareils à objectif interchangeable continue à monter. Et l'année dernière, pour la première fois, la vente d'hybrides a même dépassé celle des réflexes. Et ça, c'est des choses importantes, au-delà des considérations technologiques, des tailles de capteurs, dont il faut tenir compte. Donc, il reste des appareils photo, et les sorties des Alpha 1 et derniers Fuji le prouvent.
on a encore des belles choses à voir. Alors c'est vrai que s'il y a bien une mutation qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le passage à l'hybride pour tout le monde et je le sens, la mort annoncée du système réflexe. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jean Colliot, qui est le dirigeant de la boutique Photo Nikon, qui est un magasin spécialisé indépendant à Paris, au 191 rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement. Alors il a la particularité de vendre exclusivement que du matériel Nikon. Et on lui a demandé, du coup, quel était son avis sur la transition, sur l'état de la transition des photographes professionnels sur le domaine de l'hybride. On l'écoute. Alors, on a en fait une partie des pros qui sont passés, je dirais, à moitié en hybride, en conservant du réflexe et en ayant un hybride à côté. Et suivant le type de travail qu'ils ont à faire, ils vont utiliser l'un ou l'autre ou les deux, quelquefois. Le frein qu'il y avait encore et qu'on a tendance à ne plus avoir maintenant, c'était en fait la gamme optique qui est en train de se constituer. Quasiment tous prennent la bague FTZ, de manière à pouvoir pallier quand il n'y a pas une optique existante en Z. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on a une gamme qui est de plus en plus complète. Là, on a des gens qui balancent tout le réflexe, en fait, et qui se rééquipent totalement en hybride. Alors, c'est pas dans tous les métiers de la photographie, mais bon, la tendance est là et automatiquement, ça va monter en puissance dès qu'on va avoir un autre boîtier encore plus professionnel et normalement, ça devrait être a priori dans le courant de l'année. On a toujours quelques irréductibles gaulois, comme on les avait eu il y a 20 ans pour passer au numérique. Là, en fait, les deux défauts qu'on donne, c'est en fait déjà la visée et aussi au niveau de l'autofocus en basse lumière où le réflexe garde une petite avance, on va dire. Nicolas, comment tu ressens les choses, toi, avec la Fnac au niveau des pros et de l'hybride? Alors au niveau des pros de l'hybride, on a, je pense, un marché qui est en effet en forte mutation. Après, au niveau des pros, je pense qu'il y a quand même des pros en réflexe qui sont voilà, pas complètement aujourd'hui convaincus à passer sur l'hybride du fait qu'ils sont équipés historiquement chez Nikon et Canon pour la plus grande partie, que Sony a battu ses cartes avec l'Alpha One et qu'on attend, je pense, ils attendent fortement cette année, en 2021, voilà, que Canon et Nikon abattent leurs cartes avec un boîtier, l'espérons-le, similaire. Ouais, on dirait un petit peu l'an 1 des hybrides pro. C'est vrai que l'Alpha 1, il marque un peu. Finalement, Sony reprend même un petit peu le lead. Parce que c'est quand même eux qui sont arrivés en premier sur l'hybride 24-36 en 2013 avec les premiers Alpha C. Donc c'est intéressant de voir arriver ce boîtier. Je suis une petite parenthèse, le terme hybride est pas forcément très satisfaisant d'ailleurs pour tout le monde. On dit mirrorless en anglais. Hybride, ça veut un peu rien dire finalement. Enfin, on parle quand même globalement d'appareils sans miroir. Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas saisi cette subtilité, mais hybride, bon, ça veut pas dire grand-chose en soi, quoi. Après, là, on peut jouer à Madame Irma. C'est intéressant ce que dit Jean. Oui, on espère en tout cas voir arriver un boîtier un peu survitaminé chez Nikon cette année, mais il va falloir aussi des optiques, il va falloir des longues focales. Et chez Canon, c'est pareil, 100-500 qui est sorti en monture RF, mais il va falloir que les optiques suivent. Sony a quand même pris de l'avance là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est quand même un réel problème pour un photographe professionnel équipé tout en réflexe. Donc, on va dire voilà, qu'il a peut-être 2 boîtiers, il a peut-être 5-6 optiques. Devoir tous rééquiper d'un coup. Alors, moi, les bacs, j'y crois pas trop. Ça paraît compliqué. Est-ce que vous, par exemple, Nicolas, vous essayez de les accompagner d'une manière ou d'une autre? Oui, alors historiquement, donc on avait des produits, des programmes de reprise qui existaient, qui se sont un peu essoufflés au fur et à mesure des années, mais c'est des programmes qu'on a, pour info, d'ailleurs relancé. On a donc relancé la reprise photo sur les boîtiers cet été, donc durant l'été 2020, et on travaille fortement pour aussi relancer la reprise des optiques, qui est un peu plus longue à mettre en place du fait d'une très grande part d'optiques existants. Mais voilà, aujourd'hui, la meilleure solution pour l'ensemble de ces professionnels, c'est qu'on puisse leur reprendre leur ancien matériel pour qu'ils puissent accéder à l'hybride et voilà, à la nouvelle offre en hybride.
Bruno, dans ton enquête, pour reparler un tout petit peu chiffres, puisqu'on parle d'optique, donc tu constates une baisse en termes de volume, mais en termes de valeur, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Ouais, en termes de volume, on s'est divisé par 8 en 10 ans. En termes de valeur, c'est divisé par beaucoup moins. Ce sont les vendeurs d'objectifs, donc Canon, Nikon, voilà. Et bien sûr, Sigma, Tamron et tous les opticiens tiers qui s'en sortent très très bien. Il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, que la baisse n'est que de x3. Voilà. En plus, les hybrides, les hybrides, voilà, quel que soit leur âge, une fois que tu l'as acheté, c'est le même topo que les réflexes. Il faut s'équiper un objectif et c'est pas innocent si Sigma a une stratégie qui est, à mon avis, très osée. De ne réserver que ces nos objectifs qu'aux montures E et aux montures L, en disant clairement, voilà, si vous voulez vous équiper avec ce que nous avons de plus compact, d'air écrit, c'est chez eux qu'il faut aller. C'est pour l'instant en tout cas, ouais. Je pense que tout le monde espère que Sigma et Tamron se lancent sur la monture RF et Z. Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je me demande un peu quelle est la part encore actuelle de l'univers du réflexe sur le marché de la photo. Alors, c'est vrai que les gros constructeurs historiques que sont Canon et Nikon ont un peu délaissé le rythme des nouveautés sur cette catégorie d'appareils pour se focaliser uniquement sur l'hybride. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a encore une part importante des utilisateurs qui peuvent rentrer sur la photo avec un réflexe. Et pour ça, je vous propose d'écouter le témoignage de Lilian Rodriguez, qui est le directeur du groupe Fox. Et on lui a demandé justement, de son point de vue, donc il y a une vision d'ensemble sur tous les photos spécialistes Fox, quelle était la place du réflexe dans le paysage actuel du marché de la photo. On l'écoute. Le réflexe a encore une place en 2021, à savoir quelle place. Sur les ventes de boîtiers, on était grosso modo à 50-50 en 2019. Et l'année dernière, le réflexe ne pèse plus que 35%. Pour les jeunes, c'est le monde d'avant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un effet intéressant, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui s'intéressent à la photo. Souvent, ils rentrent par l'argentique, qui est ce côté un peu nostalgique et très créatif au final. Et puis après, ils basculent directement vers l'hybride. La jeune génération, franchement, va vers l'hybride. On avait encore des primo-accédants qui restaient sur le réflexe parce que il y avait des offres et puis il y avait des offres à moins de 400, 500 euros avec des objectifs interchangeables, donc c'était séduisant, mais plus ces offres vont disparaître et plus les primo-accédants iront directement sur un hybride. Et je pense que le premier prix demain d'un appareil photo hybride à optique interchangeable, ça sera plus proche de 600, 700 euros en kit, hein, avec un objectif. La France, on est un marché traditionnel en photo, hein. Les gens ont du mal quand même à basculer. On bascule moins vite que les autres pays européens. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont achetés ce 5D Mark IV notamment, qui était un peu le dernier réflexe avant le passage à l'hybride, quoi. Et le marché s'est maintenu et se maintient aussi par rapport à tous les gens qui ont des parcs d'optique, qui ont encore peur qui n'ont pas envie de basculer sur l'hybride. Voilà. C'est encore ces gens qui ont un parc optique important qui font qu'on a encore des parts de marché en réflexe sur des produits amateurs plus qu'entrée de gamme, hein. On va dire experts, plutôt experts. Donc voilà, je pense qu'en 2021, il y aura encore une place pour le réflexe, mais qu'au fur et à mesure, et la demande et l'offre, surtout, hein, les industriels, va s'amenuiser. Et je pense qu'à un horizon à 2-3 ans, déjà il y a plus de 3 marques, hein, mais à un horizon à 2-3 ans, ça disparaîtra, quoi. Nicolas, toi, c'est quoi tes pronostics de la disparition des réflexes dans les rayons de la Fnac ? Alors, mon pronostic a été fortement revu en 2020 aussi à cause du confinement, c'est-à-dire que je pense que ça a un peu accéléré et fait un peu péricliter le réflexe un peu plus vite que prévu, dû tout simplement à la production qui s'est fortement concentrée sur l'hybride. Donc voilà. Après, je pense que l'analyse est bonne. Je pense qu'on en aura pour 2-3 ans au maximum. Toi, ça t'inspire quoi, Bruno, la sortie du K3 3 ? Pentax est en vie, c'est chouette. Bah ouais. Voilà. Après, alors pour le coup, ce que j'aime bien chez Pentax, c'est que ce sont les rares à n'avoir jamais mégoté du côté de la qualité des viseurs. Et si les réflexes sont de qualité, ben c'est leur viseur optique. C'est toujours des viseurs 100% qui sont très jolis, des boîtiers tropicalisés. Et à mon avis, c'est ce genre de réflexe qui va survivre. Parce que le problème que l'on rencontre chez Canon et Nikon, et
corrige-moi Nicolas si je me trompe, mais j'ai l'impression que souvent les boîtiers d'entrée de gamme et de moyenne de gamme réflexe chez les deux ont des choses au rabais. Ils ont des viseurs moins sympas, ils ont des fonctions moins sympas. Alors c'est facile à vendre parce que kit réflexe, tu peux en avoir pour 450-500 euros. Mais ça crée de la déception d'avoir un boîtier entre guillemets à l'allure professionnelle qui finalement n'est pas beaucoup plus efficace et agréable à utiliser qu'un smartphone et même qu'un petit hybride. Donc à mon sens, c'est surtout ces boîtiers-là qui vont disparaître. Les réflexes de mauvaise qualité. Et est-ce que justement l'arrivée de viseurs électroniques dernière génération, là, notamment les plus de 9 millions de pixels sur les Sony A1 ou Alpha 7S3, sont pas ceux qui vont vraiment tuer finalement les réflexes? Si tu prends Lumix S5 par exemple, qui veut être en hybride 24-36 moins cher, entre guillemets, la première chose qu'ils ont sacrifié, c'est le viseur. Voilà. Donc, c'est super d'avoir des viseurs de 9 millions de pixels, mais mettez-les sur des boîtiers qui font moins de 5000 euros. Et de préférence moins de 1500 euros. Et c'est ça qui va bloquer. Voilà. Ça existe. Ça existe. Et c'est comme les compacts capteurs 1 pouce dont on parlait tout à l'heure. Ça existe. Maintenant, mettez-les sur des boîtiers plus accessibles. Et à la limite, virez des fonctions vidéo parce que les gens qui veulent juste faire de la photo, la 4K 120p 422 10 bits interne, je pense qu'ils s'en moquent. On va essayer de se projeter un petit peu plus loin. Alors, je sais pas, 5, 10 ans, peut-être. Selon vous, à quoi va ressembler l'appareil photo ou l'appareil photo-vidéo du futur? Bruno, je sais qu'il y a pas mal de technologies qui ont déjà été annoncées, pour certaines depuis plusieurs années, qu'on ne voit toujours pas apparaître. Est-ce que ça va venir, un capteur courbe, un capteur organique, un obturateur global? Est-ce que ça arrive, ça, ou ça reste à l'état de prototype? Alors, capteur courbe, ça va finir par arriver, mais sur des smartphones. Parce que pour que la technologie soit rentable, il faut des volumes de production de plusieurs millions de pièces que l'industrie de la photo n'est pas capable d'assumer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que capture courbe, ça marche très bien sur une focale fixe qu'on ne déplace pas. Dès qu'on veut mettre en zoom et tout ça, ça devient compliqué et ça rend la solution technique plus coûteuse que ce qu'elle est censée remplacer. Les capteurs organiques, j'ai bon espoir qu'ils finissent par arriver d'ici 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on entend par capteur organique? Explique-nous un petit peu, c'est peut-être... Alors, les capteurs organiques, ce ne sont pas des capteurs avec des petites bêtes à l'intérieur qui bougent. C'est juste bio. Que les capteurs actuels... c'est pas bio... Enfin, en tout cas, c'est pas biodégradable. Enfin, ce serait bien, hein, mais c'est pas biodégradable. Non, c'est juste que les capteurs actuels, ils sont faits en silicium. C'est du sable, hein, dit autrement. Et les capteurs organiques, eux, ont recours à la chimie organique. Donc, c'est des capteurs avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et ils sont censés avoir moins de chauffe, avoir une meilleure montée en sensibilité, être plus rapide et une meilleure dynamique. Donc en fait, que des qualités que nous recherchons, tout en étant potentiellement moins cher. Mais ça fait des années. Oui, c'est un vrai serpent de mer. Notamment Panasonic et Fujifilm bossent ensemble là-dessus. J'attends que ça arrive. Et puis pour le reste, les capteurs obturation globale, ça existe déjà. Chez Pixie notamment, Cocorico. qui est le seul Cocorico qui est le seul à avoir ça. C'est marrant, c'est des gars ils font un appareil photo sans écran, sans logement mémoire, mais avec un obturateur global dedans. Et sinon, ça existe dans toutes les usines de production du monde parce que justement le capteur global permet de filmer et de photographier très 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 rapidement sans avoir l'effet de rolling shutter et donc les bouteilles de lait qui défilent mais qui restent verticales et qui n'est pas légèrement penchées. Ça c'est chouette. Voilà, ça c'est à horizon 2-3 ans. 2-3 ans max. Mais moi ce que j'aimerais vraiment comme pseudo-innovation, c'est quelque chose qui communique plus et que enfin quelqu'un se trouve une solution pour convertir des appareils argentiques en numérique.
C'est intéressant ce que tu dis sur la connectivité avec le déploiement de la 5G. Je pense que Nicolas, vous, à Fnac Darty, vous êtes vraiment au cœur de cette problématique-là. C'est-à-dire comment faire arriver la 5G chez les utilisateurs. Il y a quand même un produit qui est assez innovant en la matière. Je ne sais pas s'il arrivera un jour en France et si vous le proposerez à la Fnac. C'est le Zeiss XZ1, qui est un appareil un peu hors norme, un compact 24-36, focale fixe, mais qu'embarque Lightroom et qui dispose du coup d'une magnifique connectivité. On voit Sony là qui a sorti le Xperia Pro parallèlement au Sony A1, qui est finalement un smartphone qui fait office de routeur sans fil ultra puissant pour du broadcast. C'est quoi ton sentiment, toi, Nicolas, sur photographie et 5G? Bah, mon sentiment, si on doit se projeter, dans tous les cas, je pense que l'ensemble de la technologie, on va dire nomade smartphone, va obligatoirement s'allier à tout ce qu'on peut avoir sur les boîtiers, pour nous permettre, voilà, d'avoir plus de communication, d'avoir aujourd'hui, pour les professionnels, et c'est ce que aujourd'hui met en avant Sony sur l'Alpha One avec l'Xperia Pro, c'est la possibilité de transférer ces photos pour les professionnels au bord du terrain, par exemple, directement à leur rédaction via 5G, sans avoir voilà, tout un matos supplémentaire à avoir et uniquement le smartphone. Il y a ça déjà sur la partie communication, et la deuxième partie, c'est toute la partie qu'ils appellent entre guillemets IA, qui est voilà, mais toute la partie de développement sur les smartphones qu'on a en termes de photos, qui doit en fait, à mon avis, voilà, s'allier aussi à tous ces boîtiers pour permettre en fait aujourd'hui d'allier autant tous les avantages qu'on a sur l'interchangeable, l'utilisation des optiques, à la technologie photo smartphone, pour permettre voilà, d'avoir des technologies de plus en plus, on va dire, faciles et pratiques à utiliser. Oh, mais je pense qu'il y a un virage qui a clairement été raté de toute façon depuis des années. Enfin, on a vu un moment Kodak, Samsung, Lumix aussi qui ont essayé, qui ont sorti même des smartphones qui se voulaient plus appareil photo que smartphone, mais on ne savait pas vraiment dans quel sens finalement il fallait les prendre. Donc il y a des années de retard qui ont été prises. Mais est-ce qu'on va y arriver? Là, on parle quand même, en ce qui concerne l'Xperia Pro, on parle d'un smartphone très très haut de gamme qu'on va connecter en HDMI au A1 pour éventuellement le sortir, faire du monitoring et puis après balancer des séquences comme ça en 5G. Je sais pas, il y a encore beaucoup de boulot. De toute façon, il y a cette frontière, il y a cette ligne qui est très, très claire entre l'univers smartphone et photo qu'il va falloir à un moment briser de toute façon. Bruno, moi j'aimerais avoir ton avis sur l'évolution des définitions des boîtiers hybrides en 24-36. Donc là, on a des 50 millions de pixels qui sont maintenant proposés. Est-ce qu'on va aller au-delà? Est-ce qu'on va bientôt voir arriver du 100 millions de pixels? Est-ce qu'on va passer par l'étape du 80 millions de pixels? Comment tu penses que ça va évoluer, cet argument qui est quand même toujours le même depuis quasiment la nuit des temps du numérique? C'est plus de pixels égale meilleure photo, quoi. Mal. Voilà, ça va mal évoluer et ça va mal finir cette histoire. Déjà parce que moi j'ai que des appareils à 24 millions de pixels, j'ai tous mes disques durs qui sont saturés. Alors c'est bien, c'est chouette, ça fait vendre des disques durs, ça fait vendre des cartes mémoire, ça fait vendre des abonnements cloud. C'est le même problème qu'avant. C'est utile si tu en as l'usage. C'est utile si tu en as l'usage, mais et ça aussi une chose qui pourra être traitée ultérieurement. Il faut surtout se rappeler que ces très grosses définitions, c'est pas aux photographes que ça sert. Enfin, c'est pas. Pour la reprographie, pour numériser, ça peut être pas mal. Pour une petite majorité d'usages spécifiques photographiques, ça aide. Mais quand tu vois les démonstrations de Canon, notamment sur son capteur de 250 millions de pixels qui est un APS-H, s'ils l'ont développé, c'est pas pour nous. C'est pour de la vidéosurveillance. C'est juste parce que c'est plus facile de recadrer dans un 250 millions de pixels à la volée, grâce juste notamment aux algorithmes de, entre guillemets, intelligence artificielle, que de se balader avec un zoom 25 000. Voilà. Nicolas, toi qui es côté vente, est-ce que cet argument massu de plus de pixels égale meilleure photo marche toujours? Alors,
Il marche. Et c'est vrai que l'on voit, c'est un des premiers sujets échangés entre, enfin, en tout cas, demandés par nos clients. Mais c'est un débat aussi qui à mon sens, voilà, que on a en effet, je pense, un point à prouver et on va dire à accompagner nos clients sur l'usage. Et Bruno a raison là-dessus. C'est est-ce qu'il y a un réel intérêt pour tous nos clients d'avoir des boîtiers à 50 millions de pixels? Aujourd'hui, je ne pense pas. Voilà, je pense qu'il y a des usages professionnels et Fujifilm le montre avec ses boîtiers moyen format et le GFX 100S qui montent voilà, sur lesquels on a des boîtiers de plus en plus compacts, même si ça reste un boîtier imposant, mais équivalent à un plein format 24-36. Donc il y a un besoin, il y a un usage et de nouvelles possibilités pour les professionnels, mais je pense que pour le grand public, en effet, il y a plus un accompagnement de notre part à montrer que la chasse à des boîtiers de plus en plus haute résolution n'est pas obligatoirement cohérente. Il faut rappeler aussi qu'il faut que les optiques suivent. Hein. Quand tu as des définitions pareilles, Canon, quand ils ont lancé les 5DS, 5DSR de 50 millions, il y avait toute une notice dans le mode d'emploi qui listait les optiques de série L qui pouvaient répondre aux exigences du capteur. Et il y en avait qui répondaient pas, qui étaient pourtant pas les moins bonnes. Et finalement, ils sont jamais revenus à une telle définition. Sauf après, même sur les hybrides, ils sont en dessous. Donc ça n'a pas forcément peut-être répondu favorablement. Ce que je voulais dire, c'est que sur ce sujet de la définition, c'est aussi une chose que nous avons déjà abordée, c'est le fait que les appareils servent à la fois à la photo et la vidéo. Et autant en vidéo, en 4K, c'était facile, les doigts d'amener, parce que la 4K, c'est jamais plus que 8 millions de pixels. Là, avec la 8K, on réalise que manipuler des fichiers de 32 billions de pixels à 30 images par seconde, c'est assez balèze. Donc il y a déjà cette limite technologique naturelle qui est que on réalise que manipuler tourner en 8K c'est une chose, traiter des vidéos 8K c'est une chose, combien de temps il va falloir pour que la clientèle s'équipe en puissance informatique, en écran et tout ça pour que ça vaille le coup. Donc a priori, à mon avis, on est tranquille pour 5-6 ans autour de la limite des 45 millions. Voilà, c'est 45 millions, c'est le nouveau 24 millions, on va dire. Bon, on va conclure là-dessus. Bon, alors, c'était une analyse, un portrait du marché de la photo actuel qui est toujours en pleine mutation, qui va continuer à se transformer dans les années à venir. On se rend compte que 2021 va être une année peut-être un peu charnière pour le monde de l'hybride avec la transition des photographes professionnels sur cette technologie. A priori, il va y avoir de très beaux boîtiers qui vont être lancés chez tous les constructeurs cette année. Et mon petit doigt me dit que ça va commencer dans quelques semaines à l'occasion du salon de la photo japonais, le CP+, qui se déroulera, je crois, fin février, début mars. C'est un marché qui se transforme, un marché de passionnés et pour tous les... Qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Et pour tous les amateurs de matériel, je pense qu'il y a encore de très belles choses à voir, à découvrir dans cet univers-là. Je reviens un tout petit peu sur les nouveautés de la saison 2 de ce podcast. Faut pas pousser les ISO. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est l'arrivée d'une rubrique questions-réponses qui sera lancée dès la semaine prochaine. On prendra toutes les semaines systématiquement un moment pour tenter de répondre à vos questions. Alors, pour nous poser les questions, c'est très simple. Ça va se passer sur notre compte Instagram. Vous nous envoyez un petit message privé ou vous utilisez le questionnaire que vous trouverez régulièrement dans nos stories. Il va y avoir aussi des nouveautés au niveau de la publication des émissions. Vous retrouverez comme d'habitude l'épisode dans sa globalité le jeudi matin toutes les semaines, mais vous aurez aussi la possibilité de découvrir toutes nos rubriques de manière indépendante tout au long de la semaine. Le samedi, nous allons publier le Flash Actu, le dimanche, la story et le lundi, le grand débat. Je vais vous remercier infiniment, Bruno et Nicolas, d'avoir été avec nous et d'avoir participé à cette analyse du marché de la photo. Nicolas, quelle actualité on peut partager avec nos auditeurs du groupe Fnac Darty, évidemment lié à la photo, L'actualité, tu l'as dit, le marché est en pleine mutation. On a des clients qui restent là. Le marché n'est pas mort en photo. Donc, on souhaite, nous aussi, muter pour pouvoir continuer à les servir de la meilleure façon qui soit en photographie. Donc, on continue à investir fortement en photo en 2021. Je pense que c'est le message à retenir. Bruno, ton actualité à toi? Je déménage
Et en plus de mes collaborations actuelles, je devrais bientôt écrire pour Frandroid. Retour sur le web. Nom de Zeus. Et ouais. Excellent site, excellent site. Voilà, ils ont envie de booster leur rubrique photographique et du coup, je vais leur donner un petit coup de main. Benjamin, c'est quoi l'actualité du monde de la photo ? En kiosque, donc 2 numéros. On a fait un hors-série spécial sur la photographie, 2 reportages avec un gros focus sur l'élection présidentielle américaine qui s'est déroulée. Et on a aussi le numéro en cours, donc vous pouvez retrouver à l'écrit tout ce qui a été dit un petit peu au cours de ce podcast avec beaucoup de chiffres et plus de, on va dire, de détails, de précision. Donc tout ça est en kiosque actuellement. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser au format RAW. Nous aurons le plaisir d'accueillir le grand spécialiste du format, Volker Gilbert, ainsi qu'un ingénieur de chez DxO Photolab qui a participé au développement de Deep Prime, la nouvelle génération de dématrissage RAW et de réduction de bruit basée sur le Deep Learning. Nous aurons aussi le témoignage d'un ingénieur de chez DxOMark qui nous fera le point sur l'utilisation du format RAW dans les smartphones. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.